Le docteur Mathieu Touchette, qui est interniste au CHUS, va nous parler du dépistage de l'insuffisance cardiaque au cabinet. Merci. Merci tout le monde. Merci Dr. Lepage. Merci à tout le monde de m'avoir invité. En fait, moi, aussi, je veux m'excuser pour mon accent. Pourtant, je suis francophone, faites-vous-en pas, mais dans 15 minutes, vous ne l'entendrez plus, mais j'ai un accent, je le sais. J'ai vu au départ mon titre de présentation, dépister l'insuffisance cardiaque au cabinet. Je ne savais pas que c'était si gagnant que ça comme présentation. D'inviter un interniste à en parler aussi, j'étais pas mal inquiet. Je connais assez bien Serge également pour m'inquiéter. Donc, je me suis dit, ça y est, c'est la version congrès du dîner de con. Juste avant le lunch en plus. Ça m'a pris quelques minutes, mais finalement, je m'en suis sorti. Je me suis dit, bon, on va partir des objectifs, on va voir de quoi il faut discuter. On va essayer de faire quelque chose qui a du bon sens avec ça. Premier objectif, assez facile, d'avoir les critères diagnostic de l'insuffisance cardiaque. Ce n'est pas très compliqué, ça va bien aller. Le deuxième, ça va être de discuter des problématiques liées au diagnostic de l'insuffisance cardiaque au cabinet, je l'ai pris également en clinique externe, et offrir des pistes de solutions pertinentes. C'est quoi les problèmes, moi, que je voyais en cabinet à diagnostiquer l'insuffisance cardiaque? C'est ce que j'ai, moi, comme matériel à ce moment-là. C'est un patient, il peut me parler, j'ai un stéthoscope, j'ai des yeux, et surtout, j'ai la femme du patient pour me dire vraiment ce qui se passe. Donc, je me suis dit, je vais partir de là, et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines 20 minutes à peu près. On nous demande toujours les conflits d'intérêts, j'en ai plusieurs, j'ai présenté pour plusieurs compagnies dans la dernière année, mais mon plus grand conflit, c'est que je suis un interniste hospitalier universitaire. Moi, des tournées de 5 heures, là, j'aime ça. Okay? Donc, je fais des tournées, je fais des examens physiques, et je pense que ça va transparaître un peu que j'aime l'examen physique dans les prochaines diapositives. Premier objectif, le plus facile, c'est 5 minutes. C'est quoi la définition? Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait. Vous allez voir. J'ai pris la définition du Collège américain de cardiologie 2009. Syndrome clinique cardiaque, clinique complexe, résultant de tout désordre cardiaque, qu'il soit structurel ou fonctionnel, qui diminue l'habilité du ventricule d'éjecter le sang ou de se remplir avec celui-ci. Déjà, ça amène deux choses intéressantes. Ça peut être structurel ou fonctionnel. C'est pas juste structurel. Et deux, c'est pas juste qu'il est pas capable d'éjecter, mais c'est peut-être aussi qu'il est pas capable de se remplir. Pour ça, donc, on dit, c'est différent de la cardiomyopathie, de la dysfonction ventriculaire gauche, qui sont souvent utilisées. Moi, avec ma petite gang de résidents, mes petits poussins, mes résidents, mes externes, on parle toujours d'une dysfonction ventriculaire, peut-être pas, mais peut-être insuffisance cardiaque quand même. Donc, c'est différent, parce que ça implique une dysfonction ventriculaire. Le terme congestif, on ne devrait pas l'utiliser autant que possible. Ça implique que le patient est en rétention hydrosodée, mais ce n'est qu'une partie des problèmes de l'insuffisance cardiaque. Ce n'est pas juste ça, ce n'est pas juste de retenir de l'eau et du sel, il y a bien d'autres choses. Diagnostic et clinique. Ça, c'est clair, tout le monde nous le dit, mais c'est à la mode de dire que c'est clinique, il faut continuer à faire des examens, tout ça. Par contre, on nous parle de symptômes peu discriminants, puis je vais essayer de vous amener à faire un peu la part des choses là-dedans. Ça prend quoi pour être insuffisant cardiaque? Je m'excuse, il y a plusieurs tableaux là, qui sont en anglais. J'ai pris les critères de la Société européenne de cardiologie 2012 où on les sépare en deux. Soit que vous avez une insuffisance cardiaque REF avec fraction d'éjection réduite ou PEF avec fraction d'éjection préservée. Dans les deux cas, les deux premières choses que ça prend, c'est toujours les mêmes. Ça prend des symptômes, on va y revenir. C'est quoi les symptômes d'insuffisance cardiaque? Les signes d'insuffisance cardiaque. Vous n'êtes pas insuffisant cardiaque tant que vous n'avez pas des symptômes et des signes d'insuffisance cardiaque. Si vous êtes avec fraction d'éjection abaissée, ça vous prend une objectivation d'une fraction d'éjection abaissée. Si vous êtes sur une insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée, bien, ça va vous prendre une fraction d'éjection qui est peu abaissée ou normale avec un ventricule gauche qui n'est pas dilaté, mais quelque chose de plus d'objectivable, une dysfonction diastolique, une hypertrophie, que ce soit du ventricule gauche ou de l'oreillette. Ça prend tous ces critères-là. Donc, ce n'est pas juste un écho qui dit que le patient est en insuffisance cardiaque. Ce n'est pas juste un autre test qui dit que le patient est en insuffisance cardiaque. C'est le fait que quand vous le voyez, il y a des symptômes, il y a des signes, on va les revoir, si ça nous aide. Tout ce qu'il ne faut pas faire dans une diapositive, mettre des affaires petites, mettre plein d'affaires qu'on ne parle pas, c'est juste pour vous dire, il y a beaucoup de causes à l'insuffisance cardiaque. Je ne les repasserai pas, là, j'ai 20 minutes max. Mais ça aide de savoir un petit peu c'est quoi les causes fréquentes, parce que chez ces patients-là, on aura peut-être une oreille un peu plus attentive à ce qu'ils vont nous raconter en tout ce qui a trait à l'insuffisance cardiaque. L'indicodarienne, l'hypertension, s'il est diabétique, s'il y a des valves, s'il est connu pour une connectivité, une pneumochromatose, on va peut-être être un petit peu plus attentif. Donc, c'est important de connaître les causes, mais ça dépense beaucoup ma présentation d'aujourd'hui, donc j'arrête là. Autre chose qui est très importante, si on veut dépister de l'insuffisance cardiaque en clinique externe, c'est quoi la chance que le gars en avant de moi, idéalement avec sa femme, a de l'insuffisance cardiaque? Pour ça, ça nous prend une probabilité pré-test. Il faut savoir c'est quoi la chance du patient en avant de moi, est-ce qu'il est insuffisant cardiaque ou pas. Personne ne va manquer de travail ici. 1% de la population canadienne est insuffisante cardiaque. Tous les petits tableaux que je vous ai mis, c'est juste pour faire joli, mais c'est juste pour vous dire que ça augmente tout le temps. Okay? Donc, personne ne va manquer d'ouvrage ici. Mais ce qui est le plus important, c'est peut-être la dernière ligne que j'ai mise ici, c'est 10% de la population de plus de 70 ans.
Donc, quand quelqu'un de 70, 72 ans vient s'asseoir en clinique externe dans mon bureau, mais je me dis, ce gars-là a une chance sur 10 de faire de l'insuffisance cardiaque. Idéalement, je ne le connais pas, parce que si je le connais déjà, j'ai une bonne idée, mais il y a une chance sur 10 d'en faire. Il y a deux types de symptômes cardinaux en insuffisance cardiaque. Tantôt, j'en parle un petit peu, le congestif. Celui qui va faire un OAP, qui a de la surcharge, qui a de l'acide, qui a des édèmes des membres inférieurs. On va voir si c'est aussi sensible et spécifique que ça, mais ça, les gens le manquent pas très souvent. C'est pas trop compliqué. Ils arrivent en gougoune l'hiver parce qu'ils peuvent mettre de souliers. On sait ce qui est enflé, on sait ce qu'il y a un problème. Par contre, il y a tous les symptômes d'aval aussi. Il est essoufflé, il est fatigué. Il n'est pas déprimé nécessairement, mais il est fatigué, il est essoufflé. Il y a d'autres choses. Puis ça, on est pas mal moins bon à reconnaître et à traiter ces problèmes-là. Et c'est ça qu'il faut souvent avoir une oreille attentive pour dépister et diagnostiquer une insuffisance cardiaque en clinique externe. J'ai juste sorti, c'est pas très bien compliqué pourquoi très bien expliqué pourquoi les patients en insuffisance cardiaque ont de l'essoufflement, ont de la dyspnée. Des fois, c'est congestif, mais des fois, ils n'ont pas une goutte d'eau nulle part. Ils sont essoufflés quand même. J'ai juste sorti rapidement, c'est des choses que tout le monde ici sait probablement, mais on a une façon de discuter tout le monde ensemble de la dyspnée, c'est classé 1 sur 4, c'est le New York Heart, et ça corrèle assez bien quand même avec la mortalité également à 1 an. Donc, on sait que les patients qui ont de la dyspnée, de la fatigue, plus il est dyspnique, moins ça va bien, même s'il n'y a pas nécessairement plein d'eau. Il y a 3 grandes façons de se faire dire « Monsieur, vous êtes insuffisant cardiaque dans la vie ». On va les revoir. Le premier, le patient qui vient puis vous voir, je ne suis pas capable de faire de l'exercice, je ne suis pas capable de faire des efforts, je suis tout le temps fatigué. C'est une des choses. Comme je vous disais, les mécanismes ne sont pas tout bien compris. Le deuxième, il arrive, il est enflé de partout, il a l'air du bonhomme Michelin. Donc, lui aussi vient d'ouvrir la porte pour son diagnostic d'insuffisance cardiaque. Le troisième, j'ai mis asymptomatique, mais c'est plutôt peu symptomatique, mais avec des tests paracliniques positifs. Pourquoi des fois il nous est envoyé? Parce que l'écho dit ça. J'ai mis asymptomatique, on me dit l'écho dit ça, mais le patient, il n'y a pas grand-chose. Mais est-ce qu'il faut aller chercher peut-être un peu plus loin des fois pour la dyspnée, pour les signes de détention, ces choses-là? Plus souvent, on se les fait envoyer pour des dysfonctions ventriculaires et on passe à côté de tout le monde qui peut avoir une dysfonction plus diastolique. Un mot sur le dépistage de masse. Mettre ça au clair tout de suite, c'est pas recommandé. Okay? On ne prendra pas tout le monde qui franchit les portes de l'hôpital ou qui se promène chez nous sur King Wellington ou ici, je ne savais pas c'est quoi la grosse rue à Saint-Sauveur, mais qui se promène et qu'il faut diagnostiquer, il faut faire des échos à tout le monde. Il n'y a pas de dépistage de masse. Il y a des situations particulières, papa, maman, frère, tout le monde est pieds du cœur, mais peut-être que ces gens-là, il faut les dépister, mais sinon pas de masse. Et probablement qu'il y a une importance de diagnostiquer plus tôt que plus tard, surtout avec les nouvelles molécules, avec les nouvelles thérapies, où on sait qu'on peut empêcher la progression de la maladie. Première chose que je vais vous parler, c'est la diminution de tolérance à l'effort. Je vous ai dit que c'était une des premières portes d'entrée où les patients passaient en clinique externe pour qu'on les dépiste, pour qu'on les diagnostique. La dyspnée, c'est un syndrome absolument à rechercher. Un patient qui n'est pas essoufflé est probablement pas, ou même est pas insuffisant cardiaque. La sensibilité juste de ce symptôme-là, de dire « êtes-vous essoufflé », mais là, il faut qu'il nous dise la vraie affaire. Si lui, il dit « je ne suis pas essoufflé », mais vous le voyez attacher ses souliers puis à la langue à terre, c'est peut-être pas vrai. Mais si vous dites qu'il n'est pas essoufflé, il ne l'est probablement pas. Vous allez me voir, tout au long de la présentation, je vais parler de rapport de vraisemblance. C'est quoi ça pour ceux qui sont moins habitués à ça? C'est tout simplement un petit calcul, une probabilité qu'on peut appliquer à notre probabilité pré-test qui nous aide à savoir est-ce que le diagnostic peut être rejeté ou à l'inverse, si on peut dire c'est ça le diagnostic. Tout indice qui nous permet, tout rapport de vraisemblance qui nous permet de rejeter un diagnostic, on veut qu'il soit le plus près de 0 possible. Ça ne va jamais dans le négatif, ça va être entre 0 et 1. On veut qu'il soit le plus près. Ceux qui nous aident vraiment beaucoup, c'est le rapport de vraisemblance 0, 0,1, 0,2. Ça nous aide à dire c'est probablement pas ça. À l'inverse, un rapport de vraisemblance positif, c'est quelque chose qui nous dit c'est probablement ça que le patient a. À ce moment-là, ça se situe plus grand que 1. Et plus il est élevé, plus il va nous aider. Ça commence à être intéressant à 5, 7, 10, 12, et on peut appliquer ça par un petit calcul qui est bien simple, mais qui dépasse le cadre de la présentation, à savoir, est-ce que le patient a vraiment la maladie ou non. Dans le cas de la dyspnée, le rapport de vraisemblance est entre 0 et 0,1. Excellent. J'ai fait un petit calcul, un petit exemple. 75 ans, je le vois en clinique, pour n'importe quoi, je me dis, je vais dépister ce qu'il y a d'insuffisance cardiaque. Il me dit, je ne suis pas essoufflé, sa femme me fait oui. Les chances maintenant qu'il soit atteint d'insuffisance cardiaque sont de 1 %, grosso modo. Probablement que ça ne vaut pas la peine, j'aille beaucoup, beaucoup plus loin chez lui. Je viens pas mal déjà de dire, il n'a pas d'insuffisance cardiaque. Fait que la dyspnée, retenez ça, symptôme cardinal en insuffisance cardiaque. Vous n'êtes pas obligé d'être enflé de partout, vous pouvez juste être essoufflé. Il faut demander, êtes-vous essoufflé? À l'inverse, par contre, s'il vient vous voir, puis je suis essoufflé, docteur, je ne suis plus capable, je suis tout le temps essoufflé. Mais si vous êtes en clinique externe, en cabinet, une chance sur 3 à peu près qu'il va faire l'insuffisance cardiaque.
Plusieurs autres pathologies, je l'ai mis quelques-unes ici. L'asthme, l'MPOC, arythmique, infectieux, maladie pulmonaire interstitielle. Mais 1 sur 3 à peu près va souffrir d'insuffisance cardiaque. Eux, ils ont souvent peur. Tout le monde connaît un mononcle ou une matante que le cœur ne marche pas bien. Fait que quand ils sont essoufflés, les gens pensent que c'est le cœur, sauf le gars qui arrive avec son paquet de cigarettes ici. Généralement, il y a une vague idée pourquoi il est essoufflé. Mais sinon, les gens viennent en se disant « je pense que je suis insuffisant cardiaque ». Mais vous savez, il y a peut-être une chance sur 3. En salle d'urgence, c'est un peu mieux. Les patients qui viennent sont assez essoufflés pour venir en salle d'urgence. C'est peut-être plus entre 30 et 50 % qui vont être insuffisants cardiaques. Je vous ai parlé de la fatigue tantôt. Moi, je suis en médecine interne. De la fatigue, là, je suis pas mal rendu bon là-dedans. On en voit en masse. C'est classique d'insuffisance cardiaque, c'est classique d'à peu près n'importe quelle maladie nommée, mais c'est jamais spécifique. OK? Donc, c'est pas utile. Oui, les patients sont fatigués, oui, on veut les aider, mais qu'ils me disent qu'il est fatigué ou pas, ça ne change rien, c'est les chances qu'il y ait de l'insuffisance cardiaque ou pas. Je suis un peu fatigué ce matin, je pense que mes chances d'être insuffisant cardiaque sont presque nulles. OK? Ça ne veut rien dire. Donc, quelle histoire? Qu'est-ce qu'on peut en retirer? J'ai beaucoup parlé de Disney, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Et là, tableau, ça aussi, ça n'aime pas faire d'habitude pendant une présentation. Je me suis risqué à le faire parce que ça résumait bien ce que je voulais dire. Vous avez la sensibilité, ce qui permet souvent de repousser un diagnostic, la spécificité, ce qui permet généralement de dire c'est le diagnostic, et vous avez mes rapports de vraisemblance ici qui sont positifs ou négatifs. Okay? Je vais vous guider, ça va être quand même assez simple, je pense, au total. Mais la dyspnée, là, regardez, la sensibilité de la dyspnée, c'est 100 %. Le rapport de vraisemblance négatif, c'est entre 0 et 0,1, c'est ce que je vous disais tantôt. Si vous me dites que vous n'êtes pas essoufflé, vous n'êtes pas insuffisant cardiaque. Si vous me dites que vous êtes essoufflé, je ne suis pas tellement plus avancé, vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas. Okay? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent m'aider? À l'histoire, on n'est pas si bon que ça. La seule autre affaire qui peut nous aider quand on regarde, c'est si le patient qui vient et me dit « j'ai déjà fait un infarctus, docteur ». Là, ça m'aide. Vous avez à peu près 4 fois plus de chances de retrouver un insuffisant cardiaque devant vous, spécificité qui n'est pas pire, sensibilité qui n'est pas très bonne, et c'est tout. Donc, à l'histoire, vous avez déjà 50 minutes pour savoir s'il est déprimé, vous avez fait l'écho, vous avez un prêt d'autres affaires. Moi, l'histoire, vous pouvez dire, êtes-vous essoufflé, avez-vous déjà fait un infarctus, on passe à d'autres choses. Okay? Le reste ne sera pas assez ni sensible ni spécifique pour vous aider. On le fait pareil, mais retenez, ce n'est pas si sensible spécifique. Par contre, ceux-là ne sont pas mauvais. Un mot, mais il me dit qu'il est enflé, docteur. Là, je parle de l'histoire, je ne parle pas de l'examen. Quand le docteur pense que le patient est enflé, c'est autre chose que quand le patient pense qu'il est enflé. Mais si le patient pense qu'il est enflé, c'est-tu bon? Non, c'est pas bien bon. Alors, on sait qu'avant que le patient nous dise qu'il est enflé, ça prend peut-être 5 litres de volume extracellulaire en trop avant qu'il nous en parle. On sait qu'il y a plusieurs autres causes d'édème des membres inférieurs en particulier. Ça ne nous aide pas beaucoup. Okay? Donc, le patient nous dit que lui, il enfle. On essaie de trouver le pattern, on le questionne un petit peu, ça peut nous aider, mais ça n'a pas une spécificité et une sensibilité assez bonne pour nous permettre d'être très précis pour élaborer un diagnostic ou pour dépister quelqu'un. On va voir si l'examen est meilleur dans 2 minutes. En fait, 2 minutes, on va le voir tout de suite. À l'examen physique, est-ce qu'il y a des choses qui sont bonnes? L'histoire, à date, on était bon pour dire ce n'est pas de l'insuffisance cardiaque. Hein? Vous n'êtes pas dyspnique, vous n'avez pas fait d'infarctus, je ne pense pas que c'est ça. L'examen physique, vous allez voir, il n'est pas bon pour dire c'est pas ça. Okay? Il n'est pas bon. Il n'y a pas une très bonne sensibilité dans rien. Il n'y a pas des rapports de vraisemblance négatifs très, très bons non plus. À l'examen physique, on ne sera jamais capable, à la fin d'examiner un patient, de dire bravo, vous n'êtes pas insuffisant cardiaque. Par contre, il y a beaucoup d'indices qui peuvent nous permettre de penser que oui, vous êtes insuffisant cardiaque. Quels sont les plus importants? Un apex déplacé. Vous avez 16 fois plus de chances de faire l'insuffisance cardiaque. Avoir un galop, un B3 ou un B4. Le rapport de vraisemblance positif est à 27. Okay? C'est énorme, ça vous permet presque de faire le diagnostic rendu dans ces chiffres-là. Avoir une TVC augmentée ou avoir un reflux hépato-jugulaire. Bonne spécificité également, avec aussi un bon rapport de vraisemblance positif. Si vous avez ça à l'examen physique, vous venez d'augmenter de beaucoup les chances que la personne devant vous soit un insuffisant cardiaque. L'histoire est bonne pour exclure, l'examen physique est bon pour considérer de plus en plus que c'est de l'insuffisance cardiaque. J'essaie de convaincre tout le monde que l'examen est bon. J'essaie de convaincre mes résidents, mes externes. La moitié ne m'écoute pas, mais une petite moitié qui m'écoute des fois. Donc, j'espère ici, c'est pareil aussi. Donc, soit à droite, écoutez-moi, à gauche, ne m'écoutez pas. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est si vous prenez tout le monde puis vous leur faites faire vous les amenez en laboratoire d'hémodynamie, juste pour le plaisir, puis vous regardez leur pression ventriculaire droite, leur pression ventriculaire gauche, puis à ça, vous demandez à des internistes, à des médecins de famille, à n'importe qui, de dire est-ce que vous pensez que les pressions sont élevées? Puis vous comparez ça avec l'hémodynamie. On va prendre l'hémodynamie comme étalon A, ça ne l'est peut-être pas nécessairement, mais on va le prendre pour le bien de ça, oui. Entre 60 et 70 % vont avoir raison à faire un examen physique, à savoir si les pressions sont élevées ou normales. Si vous êtes cardiologue,
J'aime ça les flatter dans le bon sens du poil. J'ai mes échos plus vite. 70 à 80 du temps, le cardiologue a raison par rapport à la pression de remplissage. L'échographie, il a raison entre 60 et 75 du temps. Le BNP, 67 du temps. Un cardiologue qui écoute le cœur, qui palpe un cœur, qui regarde des jugulaires, des flux pathojugulaires, il est meilleur que la petite machine à écho qui est à côté. Okay? Donc, important, examiner les patients. S'il y a une chose, ça va faire partie des messages à ramener à la maison tantôt, mais examiner les patients. Est-ce que tout le monde peut le voir? Ça, c'est un peu long à expliquer la statistique CAPA. Mais grosso modo, ça, c'est les chances que si moi, je vois que les jugulaires sont distendus, que quelqu'un à côté de moi pense la même chose, puis qu'une gang ensemble, on pense tous la même chose, ou si on dit tout un peu n'importe quoi, puis finalement, ça ne vaut rien. Ce qu'on cherche, en médecine, ce n'est pas parfait, mais ce qu'on cherche, c'est au moins un agrément qui est modéré, avec des valeurs de 0,4, 0,6. Mais vous voyez que la plupart sont entre 0,4 et 0,6. Ça, c'est pour une population générale. Si on fait des spécialistes, vraiment de la matière, des gens d'insuffisance cardiaque, ça augmente. Fait que de façon générale, les gens sont assez bons pour être d'accord avec eux. Pas sur tout, mais sur les 2 éléments sur 3 déjà que vous êtes d'accord, déjà pas pire. C'est juste un exemple en combinaison. Si on s'amuse avec les chiffres, puis il y a eu même une étude non randomisée, non contrôlée, là, je vais venir voir tous les cardiologues dans la salle avec les poils ici, là. Mais une étude observationnelle où ce qu'on regarde, mais un patient qui a un B3, un apex déplacé, puis une TVC augmentée, il y a 99 de chances d'être insuffisant cardiaque. Ça a pris 3 minutes de faire ça. Peut-être 10 l'hiver parce qu'ils viennent en combine à grande manche, mais sinon, ça prend 3 minutes à peu près. Okay? Donc, ce n'est pas difficile à faire. Juste un mot, c'est plus historique, j'en ai jamais eu un. Moi, un pulsus alternance, semble-t-il, c'est virtuellement pathognomonique, mais peut-être que tout le monde, bien des gens ici en ont eu un. Moi, je n'ai pas eu encore. Puis aussi également des choses sur la pression pulsée, mais là, c'est beaucoup moins sensible, moins spécifique. Mais juste retenir des choses à l'examen qui sont pas mal bonnes. Donc, quand on va être en cabinet, à peu près 3 fois sur 4, quand on pense que le patient est en insuffisance cardiaque, mais on risque d'avoir raison. Okay? Fait que c'est quand même pas mauvais. Il n'y a pas grand test en médecine qui vont être aussi bons que ça. On n'est pas pire quand on les questionne et on les examine. Salle d'urgence, j'en parle pas parce que c'est vraiment un cabinet clinique externe, mais on est encore mieux. Est-ce qu'il y a des tests paracliniques qui vont nous aider? Parce qu'une fois que j'ai vu le patient, je vais l'envoyer faire des labos parce qu'il va être déçu si je ne l'envoie pas faire des labos. Bien, le bilan sanguin, c'est surtout pour chercher des diagnostics alternatifs. Ça ne m'aide pas nécessairement à grand-chose. Vous voyez, la seule chose qui est un peu bonne, c'est puis je ne parle pas du BNP, j'y reviens dans 5 minutes, c'est les gamma-GT 2 fois normales qui peut appuyer un diagnostic d'insuffisance cardiaque. La dernière fois que j'ai fait une gamma-GT pour chercher de l'insuffisance cardiaque, mon patron m'avait dit que j'étais dans le champ. Il avait probablement raison. Mais c'est le seul test sanguin qui nous aide beaucoup. Radio pulmonaire, électrocardiogramme ne sont pas pires, c'est recommandé, on va toujours les faire. La radio est quand même assez spécifique. Si vous avez des lignes de Curley, des éléments de surcharge assez clairs, ça va nous aider, une spécificité pas pire. L'électro, surtout sensible, si c'est normal, on peut penser que ce n'est pas de l'insuffisance cardiaque, surtout les ondes Q antérieures et le bloc de blanche rouge, mais ça reste non spécifique. Ce n'est pas parce que vous avez un électro anormal que vous allez être insuffisant cardiaque. L'électro nous aide pas tant que ça. Je vous ai parlé tantôt, ça prend 3 choses. Des signes, en fait des symptômes, des signes, un peu de paraclinique. Test paraclinique de choix là-dedans, pas mal tout le monde, l'échographie cardiaque. C'est assez aisé. C'est pas parce qu'il est en avant de moi, mes échographistes chez nous sont incroyables. Mais c'est assez aisé, ça nous aide beaucoup, on les a assez vite. Il y a toujours un problème de diagnostic d'insuffisance cardiaque diastolique. Des fois, ça peut être un peu plus difficile, mais là, je m'avance dans des choses que je ne connais pas pantoute, jamais fait d'écho de ma vie. Mais en systolique, la sensibilité et spécificité sont vraiment bonnes. Donc, c'est vraiment le test de choix qu'on va faire. Ça m'amène à un petit algorithme diagnostique avant que je passe au BNP, mais je déteste les algorithmes en passant. Je suis persuadé que je ne peux pas prendre un patient du point A et faire comme des petites affaires de Plinko à Price is Right, puis il tombe en quelque part en diagnostic. Là. Je suis persuadé que ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie, mais je vous le présente parce que ça peut être intéressant. Donc, ce qu'on dit à un patient qui vient, on se dit, lui, je veux être sûr, est-ce qu'il y a une insuffisance cardiaque ou pas? On lui demande, êtes-vous essoufflé? Il nous dit non, on passe à un autre appel. Il nous dit oui, on va faire l'électro, la radiographie pulmonaire. Si c'est normal, puis c'est là que c'est un peu touché, ils disent considérer d'autres causes, mais je n'éliminerai pas l'insuffisance cardiaque tout de suite. Mais si c'est anormal, d'aller d'emblée en échographie. Okay? Mais ça, c'est un algorithme très, très simpliste, mais juste vous dire, au moins, il met la dyspnée au début. Le BNP, parce que ça fait partie un peu de l'arsenal pour faire le dépistage, le diagnostic. Donc, le BNP, ça nous donne des nouvelles réponses, mais souvent, ça soulève des questions aussi. Okay? Vous savez qui est allé chercher ça. Le BNP, vous savez un peu c'est quoi? C'est l'hormone anxiolytique relâché par le muscle cardiaque, c'est surtout les ventricules. C'est clivé à la partie terminale C, c'est le relâche du BNP actif, le NT-proBNP. La majeure partie des études pour le BNP, c'est en dyspnée aiguë. Fait que je ne m'en servirai pas beaucoup présentement parce que moi, c'est vraiment en cabinet, en clinique externe, mais la majeure partie, c'est en dyspnée aiguë.
Vous le savez, le BNP corrèle quand même pas trop mal. Les patients qui n'ont pas d'insuffisance cardiaque ont un BNP plus bas que les patients essoufflés pour une autre raison, que les patients essoufflés pour une insuffisance cardiaque. Et dans une étude qu'on disait, c'est que ça peut améliorer le diagnostic clinique qui, suite à l'histoire, l'examen et l'échographie, est à 74 du temps juste. Si on incluait le BNP, on tombait à 80 du temps juste. Donc, ça pouvait aider un peu. En fait, quand on regarde l'utilité, puis ça aussi, c'est une autre slide à ne pas retenir pour une présentation. Les plus jeunes, ne faites pas ça, parce que c'est mal scanné puis c'est tout petit. Mais la seule chose que je voulais vous dire, parce que j'ai piqué ça dans un livre d'examen physique, parce que la référence n'était pas disponible, la plus grande affaire, puis ce que je veux juste vous regarder ici, c'est le likelihood ratio, c'est le rapport de vraisemblance. Ici, c'est 0,06, c'est minuscule, et c'est pour des BNP en bas de 50. Le BNP, ce qui sert surtout en clinique externe, ça c'est des données de clinique externe, c'est à exclure l'insuffisance cardiaque s'il est très, très bas. S'il n'est pas très, très bas, ça ne vous a pas aidé tant que ça. Okay? Donc, ça peut aider à exclure s'il est très faible, mais sinon, ça ne m'a pas aidé plus qu'il faut. Ça pourrait vous aider pour d'autres choses. Ça pourrait vous aider pour le pronostic. Plus le BNP est élevé, moins le pronostic est bon. Ça, on le sait, donc ça peut vous aider. Mais on est pris un peu là. L'NT-proBNP, j'ai retrouvé quelques papiers pour en clinique externe. Ça, c'est peut-être celui que j'ai trouvé le plus intéressant. On a pris un groupe de médecine familiale en Australie. On a pris un groupe où on leur disait, vous voyez le patient, vous déterminez à l'aide de l'histoire de l'examen physique et le laboratoire que vous voulez, mais pas d'échographie cardiaque, s'il est insuffisant cardiaque ou pas. Vous pouvez commencer des traitements, vous leur voyez un mois plus tard et vous dites si vous pensez que c'est de l'insuffisance cardiaque ou pas. Donc ça, c'est le groupe contrôle. Le groupe BNP, eux, il y avait la même chose, sauf qu'ils avaient droit à un BNP en plus. On a regardé, est-ce que d'avoir le NT-proBNP va nous aider? Groupe contrôle, 51% des gens disent le bon diagnostic. Et l'étalon or là-dedans, c'est une gang de cardiologues autour d'une table avec une bière qui décide le patient est-tu jamais insuffisant cardiaque ou pas. Okay? Donc, les premiers, 52% pratiquement des médecins de famille étaient tombés pile. Un mois plus tard, on était monté à 60% sans le BNP. Il y avait le bon diagnostic. Donc, un changement de 8%. Ceux qui avaient le BNP, 49% au départ, mais ils montaient à 70% un mois plus tard, en ayant eu la seule information de plus que les autres qui avaient le NT-proBNP, donc une amélioration de 21%. Si on avait eu le droit à l'écho, ça aurait-tu donné ça? Mais enfin, au moins, ça donne des idées. Ça peut nous aider à poser un diagnostic. Comme je vous disais, ça sert surtout à exclure le diagnostic, le BNP, tout comme le NT-proBNP. C'est quoi les limitations? En fait, il y a plusieurs causes de dyspnée qui peuvent être présentes en même temps. Le gars avec le paquet de cigarettes en dessous de la manche, mais peut-être qu'il fume beaucoup, mais peut-être qu'il a fait un infarctus aussi. Donc, il peut y avoir bien des choses en même temps. Les hypertendus pulmonaires, finalement, d'origine pulmonaire et non cardiaque, ça va être augmenté aussi. Les obèses, les insuffisants rénaux, c'est un peu plus difficile aussi d'interpréter toujours ça. Et clairement, ce n'est pas assez puissant pour un dépistage de masse. J'y reviens, on ne dépistera pas tout le monde avec des BNP sérieux à tout le monde. Okay? Ce qui m'amène au deuxième magnifique algorithme. Mais en fait, juste pour vous dire, il y a des gens qui vont se servir pour rationaliser l'échographie. Puis je ne veux pas qu'on passe à travers tout ça, là, mais il y a des gens pour rationaliser l'échographie qui vont dire, si vous penchez pour autre chose, peut-être faire un BNP. Puis si votre BNP vous dit que ce n'est pas ça, allez pas en écho, cherchez une autre cause. Mais ça prend des patients, un peu à l'instar des dédimères, pour ceux qui voient des patients qui ont peut-être des phlébites puis qui ont des dédimères de le temps augmenté, un peu à l'instar de ça, ça prend déjà une clinique qui va avec. Si la clinique n'est pas tellement en faveur puis le BNP est bas, ce n'est pas de l'insuffisance cardiaque, il n'y a peut-être pas besoin d'un écho, et comme ça va peut-être éliminer, je ne sais pas, 3-4 échos de la liste d'attente à la suite. Okay? Fait que ça peut être une avenue intéressante chez les patients chez qui on n'a pas une autre probabilité d'insuffisance cardiaque. On va dire, je vais faire le BNP. Si le BNP est très bas, ce n'est pas de l'insuffisance cardiaque. Je n'ai même pas besoin d'écho pour l'affirmer au monsieur et surtout à sa femme. Même chose. Juste vous dire, il y a des scores qui existent. À l'ère du iPhone, j'en ai pas, je n'ai même pas de cellulaire. Le gars pour qui ça existe des cabines téléphoniques, c'est moi. Okay? Quand je suis de garde sur le chemin du retour de l'hôpital, moi j'en ai 4, je sais exactement ce qu'ils sont. C'est 50 cents d'ailleurs, puis ils ne donnent pas le change. Mais tout ça pour dire qu'il y a plein de choses qui existent. Si vous avez un iPhone, des choses comme ça, vous pouvez toujours passer les symptômes, les signes. Et il y a 2 échelles au moins qui existent. Ça peut aider à déterminer est-ce que le patient a une haute probabilité d'insuffisance cardiaque au-dessus, vous voyez ici 70-80 ou s'il y a une faible probabilité en bas de 10 d'insuffisance cardiaque, ça peut vous aider, c'est clair. Plus difficile à enseigner aussi dans une tournée, j'aime mieux faire les jugulaires, l'apex puis le galop. Est-ce que c'est systolique ou diastolique? C'est difficile par contre cliniquement. C'est là où la clinique se plante souvent. Sauf on a des indices. Les vieux, les femmes, les obèses, les hypertendus, les FA font plus souvent de la diastolique, mais on se trompe la moitié du temps, puis c'est à peu près le chiffre que le hasard nous donnerait, donc on n'est pas bien bon là-dedans. Donc la part des ressemblances qui sont faibles pour toutes nos autres affaires. Donc j'ai ma conclusion, et si je me fie à ma lumière jaune seulement, je suis correct. L'insuffisance cardiaque est fréquente chez le patient âgé dyspnique.
L'absence de détention hydrosodée, retenez pas, n'élimine pas ce diagnostic-là. L'examen physique, je persiste, j'y crois, c'est utile. APEX, B3, TVC. L'histoire est peut-être un peu moins bonne, mais clairement, je pense que les deux ensemble vont nous aider. Un BNP seul, ce n'est pas tellement utile, mais ça peut nous aider un petit peu dans des décisions écho, oui-non. Donc, ça peut m'aider là-dedans. Ça, c'est pas normal. L'échographie cardiaque, c'est bon. Puis pas de dépistage de masse. J'espère que j'ai répondu à mes objectifs. S'il y a des questions, je ne sais pas si on les prend là ou plus tard, vu qu'il y a un lunch et le Dr Lepage qui veut nous parler également. Donc, ne vous gênez pas. De toute façon, je suis encore ici pour quelques minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup.